Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis avec Yann Alex G, qui est l'auteur d'un nouveau livre qui s'appelle donc Sacrée Descente, comprendre l'alcoolisme, comment tout est fait pour nous inciter à boire. Et donc c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal d'années sur Twitter. Son compte c'est addict abstinent, hein, donc trouble de l'usage de l'alcool et abstinence. Salut. Bonjour. Voilà, et donc je voulais t'inviter pour que tu nous parles un peu de ce livre et tu peux nous expliquer d'où d'où est venue l'envie d'écrire ce livre? Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je suis patient expert addiction, c'est-à-dire que j'ai été malade de l'alcool pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand j'ai décidé d'arrêter de boire, de poser le verre, j'ai souhaité vraiment comprendre pourquoi ça m'était arrivé moi, quelles étaient les raisons. Et donc, j'ai suivi des formations en addicto, j'ai lu plein de livres. Et vraiment, je crois que ma thérapie, c'était vraiment comprendre pourquoi moi. Et c'est un peu ce que j'explique dans la première partie du livre, c'est de se dire, expliquer à quelqu'un qui est malade ou à un proche ou de la famille, pourquoi lui plus qu'un autre. Alors je vais pas du tout, excuser la personne en disant, «Ah si mes parents ont bu, c'est pas de ma faute, moi je bois mais c'est pas de ma faute». C'est pas du tout ça. Tout ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui vont augmenter la probabilité de développer une addiction. Et c'est vraiment ce que montre très bien l'addict arbre du professeur Carilla, hein. On a un certain nombre de racines et puis, les branches, ce sont les addictions. Donc moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une grosse branche, on va dire l'alcool, hein, une petite branche qui a été le sport. Par contre, j'ai énormément de racines et c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre en disant, je liste un certain nombre de racines. Donc par exemple, le fait d'avoir, des parents, dépendants à l'alcool, d'avoir une maman qui a consommé, pendant la grossesse, hem, d'avoir une personnalité introvertie. Il y a plein de choses en fait qui font que finalement on augmente sa probabilité. Donc ça, c'était la première chose et puis, j'ai également, souhaité illustrer comment évoluait la maladie. On trouve pas mal sur le net, d'informations sur comment évolue la maladie, hein, les différentes phases, mais c'est assez, abstrait. C'est souvent écrit par des médecins et moi j'ai essayé de l'illustrer. C'est-à-dire qu'à chaque phase, hein, j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui découvre l'alcool parce qu'il est timide et puis commence avec des soirées étudiantes. Et puis là, il va avoir, waouh, c'est génial. Et puis on voit toutes les phases où finalement il va terminer par de l'alcoolodépendance. Et puis ensuite, on parle du rétablissement. Donc ça, je dirais que c'est la première partie du livre. Et puis la seconde, c'est une partie qui est beaucoup plus orientée sur le marketing et les politiques. Comment tout est fait pour nous faire boire. En France, on a la chance pour les publicités, par exemple, d'avoir la loi E20. Mais souvent, enfin, elle a été énormément détricotée, durant les deux dernières décennies et puis j'explique un petit peu comment les lobbies se sont infiltrés, dans le pouvoir, comment, tous les jours on nous prend pour des idiots. Oui, donc c'est vrai que moi, j'avais commencé à te suivre parce qu'il y a, enfin, donc moi, mon rapport à l'alcool, c'est que je bois pratiquement plus d'alcool non plus depuis quelques années déjà. Enfin, d'ailleurs, tu en parles dans le livre quand la difficulté de dire non quand on refuse de l'alcool. Moi, par exemple, c'est aussi parce que dans mes proches, j'ai des gens qui ont une consommation abusive d'alcool, mais moi, j'ai jamais eu de problème moi-même avec l'alcool, mais voir ce que ça peut faire sur les proches, ça m'a encouragé à de moins en moins consommer. Et puis après, je m'étais renseigné, et puis j'avais vu voilà, le fait que enfin, les communications sur la dangerosité de l'alcool, même d'un point de vue cancérigène, ce que tu couvres aussi dans le livre. Mais donc, c'est vrai que une des remarques que tu faisais dans le livre, et moi ça m'arrive souvent, c'est quand je refuse enfin quand je dis non, que je veux pas boire d'alcool avec mes copains, enfin plutôt des gens qui me connaissent pas bien, mais il y a toujours le regard, enfin les réactions qu'ils ont. Comment dire? Moi j'ai souvent le problème justement enfin mon impression c'est qu'on doit se justifier en disant mais non, enfin moi j'ai pas de problème avec l'alcool, mais simplement j'ai fait un choix de vie de ne pas en boire. Mais c'est vrai que c'est assez particulier comme, enfin, c'est tout ton Ouais. chapitre sur la pression sociale, c'est assez fascinant comme. Ouais, tout à fait. On est dans une société où dire non, c'est compliqué à l'alcool. Alors qu'est-ce que va dire l'autre? L'autre, il a plusieurs réactions, mais en général, c'est toujours les mêmes.
La première, c'est de se dire: «Ouh là, s'il dit non, c'est que lui, il a un problème avec l'alcool». Donc finalement, on est associé, et là, je le dis très clairement dans le livre, hein, j'essaie vraiment de déstigmatiser tout ça. L'alcoolo, le cas social. C'est-à-dire que lui, bon, bah, lui, c'est un cas social. Sur une femme qui va dire non, bon, bah, alors si c'est elle, c'est une alcoolo, c'est une mauvaise mère, ou bien c'est une femme volage. On est un peu dans ce genre de cliché. Après, on a l'autre aspect qui va consister à dire: «Bah, tu pas drôle. Toi, tu es un chiant, tu pas drôle, si tu bois pas, tu pas fun». Et heu et puis après, il y a vraiment le côté, où j'en parle de dire non au travail. Et ça, on n'en parle pas assez dans les entreprises, des pots d'entreprise, quand on doit fêter un contrat, la galette des rois, où, bah, là, c'est compliqué de dire non parce que les collègues boivent et c'est pareil, eux, ils ont un regard, suspicieux. Si on dit: «Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Lui, c'est bizarre». Et puis alors pire, c'est qu'une femme, on va se dire: «Ah bah elle, si elle boit pas, c'est qu'elle est enceinte, elle va nous lâcher». Et c'est vraiment, le monde de l'entreprise, c'est assez particulier et puis c'est très tabou parce qu'on ne peut pas aller se confier à des collègues comme on se confierait avec des amis proches. Parce que ça peut se savoir, ça peut parler et ça peut avoir des impacts sur la carrière. Et moi je pense justement, hein, la remarque sur l'entreprise, c'est que les addictions, bon, c'est en train de venir, mais ça doit vraiment plus être un sujet, discuté au niveau, médecine du travail, et voire même comité d'entreprise. Un des arguments, enfin, qu'on entend souvent dans la publicité, des alcooliers, c'est de dire que, bah, si vous consommez la surconsommation, c'est dangereux, mais si on consomme pas beaucoup d'alcool, si on a une consommation modérée, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors déjà, évidemment que c'est totalement faux, parce que d'un point de vue scientifique, hein, le risque de cancer et de maladie augmente dès le premier verre. Donc là, déjà, scientifiquement, c'est totalement faux. Et c'est vraiment le sujet que je développe dans le chapitre, le vocabulaire des alcooliers, où ils utilisent des mots qui mérissent le poil, hein, qui sont la modération, la consommation responsable. Alors, en gros, le message, c'est quoi? C'est de dire, à consommer avec modération. Mais c'est quoi la modération? Pour un, ça peut être 2 whisky, pour l'autre, ça peut être 2 bouteilles. Donc déjà, la modération, pour moi, ça n'existe pas. Il faut qu'on définisse en nombre d'unités d'alcool. Qu'est-ce que c'est qu'une limite à ne pas dépasser? Ce qui évidemment, sur les panneaux publicitaires, eux, ils se cantonnent à parler de modération. Et puis l'idée quelque part, c'est donc de leur dire: «Bah, si vous buvez entre guillemets «avec modération», vous ne serez pas malade», ce qui est déjà faux. Et le pire, c'est d'aller dire: «Mais si vous êtes malade, mais c'est vous qui avez consommé. Nous, on vous avait demandé de consommer avec modération. Donc finalement, vous êtes responsable». Donc il y a un discours qui est totalement faux d'un point de vue scientifique et en plus qui est culpabilisateur pour celui qui rentrerait dans l'excès. Et puis après, là, c'est ce que j'explique aussi sur le mot «responsable» qui me fait bien rire parce que finalement, ça voudrait dire quoi la consommation responsable? Ça veut dire qu'on respecte la planète? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un produit qui est bon pour la santé? Vers un consommateur qui est censé rester responsable s'il reste dans la modération, ce qui n'est pas défini, et que finalement, s'il n'est pas dans la modération, il devient irresponsable. Donc tout ça, c'est un vocabulaire, alcoolier qui est une vraie hypocrisie et qui est totalement inacceptable. Oui, moi aussi, j'ai souvent l'impression que un des problèmes, c'est quoi la modération? Les gens ont toujours l'impression qu'ils sont modérés, enfin, si on n'a pas de critères précis. Mais en lisant ton livre, j'ai vu qu'en France, enfin j'ai oublié le nom en France de l'Organisation pour la santé, mais C'est Santé publique France. ouais, la Santé publique France a un critère, de divers, c'est ça? Si j'ai bien pu trouver l'information, divers et maximum 2 par jour et divers par semaine, un truc comme ça? C'est ça, exactement. Oui, oui. Et donc, au-delà de ça, ils considèrent qu'on souffre d'un trouble alcoolique, quoi. Enfin, on est dans un abus. Oui, au-delà, c'est une consommation excessive. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est vrai que dans tes tweets et sur le livre, c'est vrai que c'est le rapport à la publicité que je trouve qui est particulièrement fascinant parce qu'une fois qu'on commence à être attentif à ça, on se rend compte qu'on est tellement, qu'il y a tellement de publicité, autour de nous, enfin, c'est pour l'alcool, qui est et c'est des trucs que tu adresses aussi, parce Oui. que enfin, parce que quand on souffre d'un trouble d'alcoolisme, et qu'on voit qu'on est tout le temps sollicité comme ça, visuellement ou enfin voilà, par des publicités, ça rend l'abstinence vraiment difficile.
Alors voilà, c'est ça. Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez, amusant à noter, c'est que et j'en parle, hein, je cite une étude où quelqu'un qui a eu un trouble de l'usage de l'alcool et qui est abstinent, note au minimum 5 sollicitations par jour de publicité d'alcool. Et si on se rend compte qu'on questionne, des gens, hein, j'en discute tous les jours avec des gens qui n'ont pas de problème d'alcool, eux ne les voient pas ces publicités. Il y a même des gens qui me disent, «Ah ben la publicité pour l'alcool, je croyais qu'elle était interdite». Alors que leur gamin, prend le bus tous les jours à côté, qui passe devant des dizaines de panneaux, mais il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Donc déjà c'est assez amusant enfin amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas de voir que des gens qui ont été malades, eux sont dérangés par ces publicités. Et en effet, au départ, surtout au départ de l'abstinence, ces panneaux sont compliqués. Voilà, ils sont compliqués. Je vais te donner un exemple quand même qui est très concret. Je faisais mon stage de patient expert addiction à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où là, donc pendant une semaine, on est avec des gens qui sont en cure, qu'on essaie de protéger. Les médecins essaient vraiment de tenir, même de faire attention au vocabulaire pour ne pas déclencher de craving, hein. Donc le craving, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'envie irrésistible, irrépressible de consommer. Donc c'est une envie à crever, entre guillemets. Et un soir, je sors, je fais 300 mètres pour aller au métro et là, je tombe sur un panneau, un gros panneau pour une bière 8,6, donc la bière à 8 degrés. Donc on se rend compte que ces gens-là, quand ils vont sortir de l'hôpital au bout de 3 semaines de cure, ou ceux qui sont en hôpital de jour, qui vont rentrer tous les soirs, à moins de 300 mètres de l'hôpital, juste avant le métro, ils vont tomber sur une pub de bière à 8 degrés. Et clairement, c'est quoi les bières à 8 degrés? On va être très clair, c'est la bière pour se défoncer. C'est pas la bière qui est bonne, hein, surtout celle-là, c'est la bière pour se défoncer. Et donc là, il faut vraiment, selon moi, créer des zones autour des hôpitaux, créer des zones autour des écoles pour interdire ces affichages. J'irais plus loin, j'interdirais strictement la publicité sur l'alcool. Mais au moins protéger, il y a des populations qui sont à protéger, qui sont les gens qui sont en cure, qui sont en soins et les enfants. Oui, enfin, moi j'y connais rien parce que je suis pas français, mais tu parlais de cette fameuse loi en France qui est supposée interdire la publicité de l'alcool, mais qui fonctionne, enfin qui a été détricotée, c'est le terme que tu utilises. Tu peux en dire un mot parce que ça je ne sais absolument Ou pas. oui, oui, c'était Claude Évin, qui était ministre de la santé, à l'époque, qui a créé une loi pour tout ce qui est, alcool et tabac. Et à l'origine, cette loi était très, très dure, donc on pouvait carrément pas, afficher de publicité sur l'alcool, dans les lieux publics. Et puis, au cours des années, à travers chaque gouvernement, bah, les lobbies ont fait pression. Donc les publicités sont revenues, dans l'espace public. Et puis ensuite, elle a été détricotée, donc elle existe encore et elle est encore très efficace, hein. Je dis pas du tout, heureusement qu'on l'a, hein, clairement. Mais voilà, le dernier détricotage, par exemple, par Macron à l'époque où il était ministre, donc avant qu'il soit président, c'est de dire qu'on autorisait tout ce qui était œnotourisme. C'est quoi l'œnotourisme? C'est de se dire, bah, par exemple, les régions viticoles, elles ont le droit de faire de la pub pour le vin parce qu'on considère que c'est de la publicité pour la France, pour le terroir. Et il appelle ça l'œnotourisme. Voilà, ça a été la dernière ligne. Mais en fait, en 20 ans, il y a eu énormément de choses qui ont été détricotées. Et puis aujourd'hui se pose le problème des réseaux sociaux, de l'internet. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas l'internet et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aller durcir cette loi et aller, qu'est-ce qu'on fait des influenceurs sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait des publicités? J'en parle aussi, des publicités, ce qu'on appelle sponsorisées, qui sont poussées. Je veux dire, on va sur Facebook, on se prend sans arrêt des publicités pour le whisky, pour la bière. Comment on fait? Est-ce qu'il faut développer des applications pour les bloquer? Hein, un petit peu, type antivirus, hein, je vais jusque-là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur le sujet? Ouais, totalement, ouais. Oui, un autre truc en suivant auquel j'avais pas vraiment réfléchi, c'était les boissons sans alcool, voilà quoi, moi j'ai pas de craving donc prendre une boisson sans alcool, c'est une bonne solution pour moi, hein, ça donne l'impression que je bois de l'alcool sans que j'en boive. Bon, mais dans ton livre déjà, tu couvres le fait, que certaines boissons sans alcool sont pas réellement totalement sans alcool. Il y a quand même un certain
un léger pourcentage d'alcool dedans. Mais alors évidemment, tu couvres le fait que, ça peut être des get-away, donc pour faire passer les gens vers des alcools plus durs et aussi, encore une fois, les gens qui essayent d'être abstinents, c'est ça les soumet à la tentation parce que ces boissons sont complètement ont l'apparence de boissons alcoolisées, Oui, c'est ça. Alors il y a 2 aspects. Il y a en effet, pour le malade abstinent, il y a un risque. Pourquoi? Parce que, finalement, ça a la forme de l'alcool, ça a l'odeur, ça en a pas tout à fait le goût, hein, quand même. Ça a les mêmes logos, c'est le même marketing, hein. Donc, j'ai envie de dire que pour se protéger, moi, je déconseille totalement, le zéro alcool. Alors attention, c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de bien distinguer le sans alcool du zéro alcool. Le sans alcool, c'est un jus de fruits ou c'est une boisson qui a été produite sans alcool. Une boisson zéro alcool, c'est une boisson alcoolisée qui a été désalcoolisée. Alors totalement ou pas totalement, mais c'est important de faire la différence. Et donc sur ces boissons, entre guillemets «à zéro alcool», alors bon, c'est toujours mieux que de prendre de l'alcool, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Mais je dis juste qu'il faut faire attention et attention dans la communication parce que finalement, des parents pourraient se dire: «Bah, mes ados, on va les laisser boire à 16-17 ans des bières sans alcool». Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que de toute façon, les ados, ils vont garder la marque parce qu'ils sont habitués et hop, ils vont passer aux produits, à la version, avec alcool rapidement. Donc c'est un peu ce que j'explique dans le livre, hein, c'est un peu le cheval de Troie, quoi. On rentre dans la famille et puis on enlève la carcasse du cheval et puis dedans, il y a une vraie bière. Et puis, il y a aussi toute cette communication qui est un peu douteuse, notamment je cite un exemple où on a une communication qui consiste à dire: «Allez, en semaine, on boit du zéro, mais par contre, on sait très bien que le week-end, ça va être la version alcoolisée». Parce que pourquoi? Parce que l'alcool, c'est la fête, c'est la détente, alors que quand on est sérieux au boulot, on boit du zéro. Et donc il y a toute cette ambiguïté qui pour moi, voilà, je la vois un petit peu comme un cheval de Troie. On rentre par le zéro pour proposer du plus fort et puis après, là, en tant qu'ancien malade et on va être très clair, hein, aller donner de l'argent à des groupes alcooliers, moi, j'y arrive pas. Donc c'est aussi un argument, de plus. Ouais, c'est super intéressant parce que ça m'a fait réfléchir parce qu'évidemment, j'ai des enfants qui sont pré-ados là, mais et je me disais: «Bah oui, bah, tant qu'ils boivent du sans alcool, ça va», mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire: faut pas ouvrir la porte quoi, hein, ça sert à rien, c'est un piège dans lequel tomber, ouais. Ouais, bah, il y avait tellement de trucs à ah oui, oui, j'ai en fait, il y a tellement de sujets que je voulais couvrir que j'essaie de les passer en revue. Un truc super intéressant, c'était le pinkwashing. Donc le pinkwashing, Ah oui. c'est pas le greenwashing, mais Il c'est y a le greenwashing et il y a le pinkwashing, hein. Donc en fait, ça, c'est pareil, hein, stratégie alcoolier. Alors pour donner, on va commencer par le greenwashing. Bah, on en revient toujours à cette fameuse consommation responsable, hein. Je produis je distribue et je produis une substance cancérigène, mais je suis responsable. Et donc et là, on a une pub, Heineken en France, hein, donc donc on voit bien le panneau, il y a beaucoup de vert, hein, donc on est vraiment dans le green là, hein. Et puis, recyclable, parce qu'on nous dit que c'est du recyclable. Donc on nous explique qu'en fait, en consommant une substance cancérigène, bah, à la limite, on fait du bien à la planète. Et donc ça, c'est vraiment le greenwashing. C'est comment vendre du poison en s'affichant vert. Et puis alors il y a autre chose qui là est encore plus choquant, je trouve. Alors là, ça sort à chaque fois, l'Octobre rose. Donc l'Octobre rose, c'est le mois pour le cancer du sein en France, hein. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique aussi. oui, je ne saurais pas dire. Et donc là, on a quand même, je crois, plus de 8 000 cancers du sein, qui sont liés, par an, à la consommation d'alcool. Et là, on va avoir des alcooliers et je cite notamment, bon là, c'est pas des alcooliers, mais c'est la Cité du vin qui va, organiser un événement, type course à pied ou quoi, pour soutenir l'Octobre rose. Et là, on se moque une nouvelle fois des gens. C'est-à-dire qu'on va produire une substance cancérigène et puis derrière, où on va les vendre des bouteilles. On a aussi beaucoup de ventes aux enchères de vin pour donner de l'argent à l'Octobre rose.
on marche sur la tête quand même. Ouais, c'est fou. Et voilà, et c'est public, c'est sur les réseaux, et je crois qu'il faut le dire parce que les gens en fait ne percutent pas. Ils vont dire, bah, limite, ils vont penser que c'est bien. Ah bah, la Cité du vin qui donne de l'argent au cancer du sein, c'est bien. Oui, non, mais d'accord, mais le vin, c'est quand même une substance cancérigène à la base. Je pense, ouais, je sais même pas si la plupart des gens savent que l'alcool est pratiquement aussi cancérigène que la cigarette, quoi. Il y a déjà un manque d'information du grand public sur ces Bah, questions-là. c'est un peu volontaire, hein. Oui, donc la question finalement un peu, je sais pas si on peut appeler ça une question métaphysique, mais de fond comme ça, c'est pourquoi est-ce que, enfin, si tu as une idée, qu'est-ce que tu penses, pourquoi est-ce que la culture française est un peu si tolérante à l'alcool dans le sens où on minimise sa dangerosité en tant que drogue, hein. Pourquoi est-ce que c'est pas perçu comme étant quelque chose d'aussi dangereux que ça ne l'est en fait? Ah bah, parce que la France, c'est le pays du vin, hein, c'est le pays du vin, c'est le et puis ce que j'en parle beaucoup dans le livre, hein, c'est le pays des bons vivants, hein. C'est le pays des bons vivants, donc et puis il y a cette association avec la convivialité. On met même dans le cinéma, on voit bien que dans les années 60-70, tous les films, les personnes viriles, sympathiques, buvaient de l'alcool. Heu, je cite, l'exemple de la soupe aux choux, où on a 2 paysans, un peu attardés, très, très sympathiques, très, très touchants, et avec le perniflard et le vin. Et c'est un peu ça l'image de la France, des campagnes, du terroir. Attention, le problème, c'est que voilà, on a toute une partie de personnes qui vont un peu cacher ça, hein. Pour eux, il y a que ça. J'en parle aussi quand je parle, d'une certaine presse qui titre les diktats hygiénistes, hein, puisqu'ils refusent le défi de janvier, ils refusent le Dry January. Parce que finalement, ce serait rejeter le pays du bon vivant, hein, qui vont dire, bah, le Dry January, par exemple, ça vient d'Angleterre, ça n'a rien à faire chez nous, c'est pas nos valeurs. Nous, on est des Français, on mange du pâté, et voilà, c'est le pays du bon vivant. Donc il y a une espèce de France qui reste un petit peu, nostalgique et qui souhaite, garder son côté terroir, ce que je comprends. Et puis, il y a quand même des générations et des générations de gens qui ont été, qui ont vu leur vie gâchée par l'alcool. Je veux dire, quand on voit les conjoints, quand on voit les violences conjugales, quand on est parent et que son enfant tombe dans l'alcool, il faut quand on sait que de 5 à 10 des gens ont un problème avec l'alcool, on est 65 millions de Français, si on fait le compte, ça fait quand même mal. Et tout ça, bon, parce qu'on est des bons vivants et parce qu'on est dans une culture du terroir, on voudrait le cacher. Bah, je crois pas qu'il faut le cacher, hein. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ouais, chez nous, évidemment, il y a toute la vie étudiante aussi, avec les universitaires, les cercles où il y a une consommation abusive d'alcool. Et puis, moi, je suis près d'une ville universitaire qui s'appelle Louvain-la-Neuve, là, en Belgique, et ils font les 24 heures, hein, c'est 24 heures de fête. Mais alors là, à chaque fois, la Croix-Rouge qui est sur le pied d'alerte parce qu'il y a pas mal de coma éthylique. Enfin, pourquoi, pourquoi Alors, coma éthylique, tu vois, tu n'as pas utilisé le mot ce que je dis, pourquoi je rebondis, c'est que je dis ouais. qu'on ne dit surtout pas, c'est pas politiquement correct de parler d'overdose. Ouh là là, l'overdose, c'est pour le cocaïnomane, pour l'héroïnomane. Par contre, le coma éthylique, on n'a pas le droit de l'appeler overdose. C'est bizarre, non? Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, c'est super bien observé, c'est vrai. Et oui, d'ailleurs, en parlant de définition, tu avais la définition d'abstinence aussi, quel était le vocabulaire que tu préférais de ce côté-là? Alors, déjà, ce qui est important, quand je parle du rétablissement, bon, déjà, c'est d'améliorer sa vie, hein. Sa vie, elle est on est dans la souffrance, hein, quand on est addict. Donc ensuite, il faut améliorer sa vie, et vraiment, c'est un livre dans lequel je ne porte aucun jugement sur quelle est la solution. Le but, c'est d'arriver à une solution, d'améliorer sa vie. En aucun cas, même dans les groupes d'entraide, je me permets de poser le moindre jugement, de faire ce que je dis juste, c'est par rapport à l'abstinence. Je présente 3 modes. Le premier qui serait une consommation, ce que j'appellerais, hein, contrôlée. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bon, avec l'aide d'un addictologue, on va essayer de faire une pause, de 6 mois», par exemple, une vraie abstinence, et puis derrière, en utilisant un journal, on essaie de réapprendre à consommer.
On essaie d'être honnête en remplissant le journal, hein, de dire à peu près la vérité. Puis on a des rendez-vous avec l'addictologue et puis on voit si ça marche. Ou est-ce qu'on repère le contrôle ou pas. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième, c'est là, on est plus sur la réduction des risques et je cite un programme très intéressant qui s'appelle le Choisis ta conso, qui a été élaboré par Addiction France, où là, on est plus, on essaie de diminuer les risques. Donc là, on est dans la réduction des risques. Et ça va être quoi? Bah, ça va être, d'aider les gens à moins consommer et il y a même des exemples que je cite qui sont, bah, un papa qui doit aller chercher ou une maman, hein, ça a pas qui doit aller chercher son enfant à 4 heures à l'école et ben, on va essayer qu'il ne consomme pas, qu'il soit, non alcoolisé pour aller chercher son enfant. Voilà, c'est des petites choses comme ça, finalement, où on va améliorer on va essayer d'améliorer la qualité de vie par la réduction des risques. Et puis il y a la troisième méthode, l'abstinence. Donc l'abstinence, c'est quoi? Bah, c'est je ne consomme plus rien du tout. Et vraiment là où j'insiste, c'est qu'il y a aucune des 3 méthodes qui est magique et ça dépend vraiment de la personne, du moment. C'est-à-dire qu'une personne, aujourd'hui, elle peut être prête à de la consommation contrôlée, à de la réduction des risques ou et puis pas de l'abstinence et puis finalement elle va tenter l'une et puis du jour au lendemain, elle va changer. Et elle va aller vers le choix thérapeutique qui lui convient. Mais il faut aller vraiment dans le sens de la personne. Quelqu'un qui ne voudrait pas aller dans l'abstinence, si on le force à l'abstinence, c'est l'échec garanti. Donc voilà, le principe du livre, c'est vraiment de présenter les alternatives et de dire à l'instant T où vous voulez aller. Allez-y. Et puis si vous changez demain, eh ben, on verra. Après, évidemment, l'abstinence, j'ai envie de dire, c'est le plus simple à la fin, puisque plutôt que se poser les questions, allez, est-ce que je vais devoir dire non et je vais compter mon nombre de verres, je vais devoir trouver des motifs à chaque fois, je vais dire que je prends des médicaments. Bon, on dit qu'on est abstinent, les premières fois qu'on voit des amis, il faut afficher: «Allez, je bois plus» et puis après c'est fini, hein, la question revient plus, hein. Donc finalement, c'est d'avoir une vie la plus simple, mais il faut être prêt pour ça. Oui, dans les dégâts sociétaux que pose l'alcool, donc il y a les maladies, enfin, on a parlé du cancer, il y a d'autres problèmes comme, les problèmes au foie et cetera. Tu as parlé aussi des troubles conjugaux, ça peut jouer un rôle, il y a les accidents de voiture, enfin, il y a d'autres choses qu'on devrait aborder? Oui, par exemple, donc hier, j'étais à la journée anniversaire d'Addiction France et il parlait de l'île de la Réunion. Et il disait donc, 3e, département, le plus touché par l'alcool, 3e département le plus touché par des violences conjugales. Bon, voilà, donc le lien est là, hein. Non, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas, je crois que dans ton livre, tu bien que c'est pas, enfin, forcément c'est pas une causalité comme ça directe, mais je veux Non, dire, il y a une corrélation entre les 2, quoi. bien sûr, bien sûr. Beh, sur le long terme, enfin d'un point de vue dans une perspective plus historique, je me demandais, enfin, moi j'avais l'impression, mais je peux peut-être me tromper, qu'en France, la consommation d'alcool avait quand même diminué à travers le temps, Oui, surtout qu'il y avait avant, je pense, par rapport aux années 50 et cetera, l'idée que, bah, les Français, justement, dans un monde rural, ils buvaient du vin comme à table pendant les repas, comme on boit de l'eau, quoi, et que ça avait quand même tendance fort à diminuer. Donc, enfin, je veux dire, on est quand même sur une pente descendante en termes de oui. consommation. Alors on est totalement sur une pente, descendante, hein, pour te donner un exemple, mon grand-père travaillait à la SNCF, il buvait ses quelques litres de rouge par jour, hein, à l'époque, et en effet, c'était tout à fait normal et il est mort d'une cirrhose à 62 ans. Voilà, donc en effet, ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est ce qui se passait il y a 40 ans, il y a 40 ans encore, 40-50 ans. Aujourd'hui, en effet, les consommations d'alcool diminuent. Par contre, on est plus dans ce qui devient inquiétant, c'est plus, la recherche de la défonce et j'en parle aussi chez les jeunes. Là, c'est plus pareil. Donc là, on n'est plus sur une consommation quotidienne, on est plus sur du binge drinking, hein, des soirées étudiantes, où on va rechercher la défonce et ça, il y a vraiment, derrière des risques de développer une alcoolodépendance et là, l'alcoolodépendance, c'est pas une soirée ou 2, hein, c'est 20 ans, 30 ans ou une vie.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça, enfin, moi, les comportements, de surconsommation à l'université, après ça crée un précédent pour le reste de la vie, quoi, c'est sûr, hein, Oui, et puis aussi par rapport aux trous de mémoire, hein, j'en parle, avec les recherches là, donc des trous de mémoire sur le binge drinking, des problèmes de concentration à l'université également, hem et donc voilà, il faut vraiment ça paraît très inquiétant, au-delà du risque d'overdose, hein, j'aime bien appeler ça overdose par provocation, qui est le coma éthylique, mais au-delà de l'overdose d'alcool, heu voilà, il faut penser au long terme et quand on est étudiant, on pense pas au long terme, hein, ça, je suis très Non. bien placé pour témoigner. Ah, c'est sûr. Ouais, moi qui vis encore une fois près d'une cité étudiante, il y a régulièrement des étudiants qui meurent, à cause de l'alcool, hein. C'est pas quelque chose de rare, hein. Généralement, pendant les fêtes ou pendant les moments de fête, bah, il peut avoir des chutes et des choses comme ça, hein, ou des noyades dans le lac, enfin, Mmh. moi je veux dire, il y a tu tombes pas dans le lac, dans un lac, où il y a comme ça, si tu es pas en état d'ébriété, quoi. Et le lac est même pas tellement profond, quoi, donc Ouais, ouais. ouais, c'est vraiment, ouais, assez catastrophique, bref. Mais ouais, je voudrais pas être les autorités universitaires qui doivent essayer de changer ce genre d'association parce que c'est vrai que la vie étudiante est tellement associée avec la consommation de l'alcool que c'est toute une culture de la vie universitaire que tu dois changer pour changer ça, quoi. Mais Mais bon, les parents ont leur responsabilité aussi, hein, dans l'éducation, bon ça je le développe pas trop, mais heu, voilà, doit-on tolérer que son enfant rentre, 2 soirs par semaine? Alors si on le voit évidemment, hein, parce que s'il est en cité universitaire, on n'est pas forcément témoin, mais il y a quand même une sensibilisation, une discussion à avoir sur les substances avec les enfants, notamment à l'âge adolescent et beaucoup, hein, souvent, alors quand ils peuvent en être témoins, beaucoup de parents minimisent. Ils pensent que leur enfant va boire un ou 2 verres en soirée, mais peut-être qu'ils dorment à leur retour, mais l'enfant quand il sort de la soirée, enfin le grand enfant quand il sort de la soirée, il tient pas debout, quoi. Ou on le ramène en voiture ou il revient en Uber, mais donc il y a vraiment, voilà, il y a une différence entre la perception souvent des parents et la réelle consommation des jeunes. mmh, ouais, c'est vrai que moi je suis dans un cas un peu différent vu que moi-même je ne consomme pas, mon fils de 11 ans, il a déjà enfin, forcément, il m'a déjà posé la question et cetera, donc on en a déjà parlé. C'est plutôt la situation inverse. Si sa maman a le malheur de prendre une bière, il la regarde avec un air méchant. Il lui dit: «Tu sais que c'est cancérigène?» Ça, c'est du coup, ouais, enfin voilà, il faut gérer les conjoints, qui consomment encore, quoi. C'est vrai que c'est marrant. Ouais, mais en fait, enfin ici, évidemment, on est sur la même longueur d'onde et cetera, mais ce qui est fou, enfin moi j'ai l'impression quand même qu'on tient un discours qui est complètement à l'opposé du discours ambiant dans la société, quoi. C'est ça qui est fou, ouais, le Bah, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un de alors je parle en France, mais il y en a peut-être en Belgique, quelqu'un de connu, hein, genre un présentateur télé ou qui aille un peu tenir ce discours et on se rend compte qu'il y a pas ce qu'on peut appeler un influenceur. mmh. Aujourd'hui, il y a pas d'influenceur. Il y a pas d'influenceur. Il y a quelques années, il y avait un animateur télé, je ne sais pas si vous le connaissez en Belgique, qui s'appelait Jean-Luc Delarue, Ah oui, 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 qui je avait connais. qui avait fait beaucoup de donc qui est dépendant à l'alcool et à la cocaïne et derrière donc quand il s'était sevré, lui avait commencé à faire une démarche, d'influenceur, de parler à la télé, d'aller rencontrer les jeunes et vu qu'il était connu, là je trouvais que c'était super. Aux États-Unis, en Angleterre, on a des influenceurs. Il y a le mouvement Sober Curious dont je parle dans le livre, avec des vrais influenceurs, qui vont aller, passer ce message, mais ce sont des gens connus. Hem et en France, on a personne et je pense pire que quelqu'un qui aura un poste un peu connu, qui aille tenir ce genre de discours, il le perdrait certainement, Mmh mh. vu l'influence des lobbies, hein. Dans ton livre, tu parles aussi des groupes d'entraide, tu peux en dire un mot? Oui, alors en fait, l'alcool, comme je le précise dans l'introduction, il y a pas de substitut. On a un substitut pour de la cigarette, on a des substituts pour l'héroïne, mais l'alcool, on n'a pas de substitut. Alors même s'il existe des médicaments, on se rend compte que quand même et c'est prouvé, hein, l'utilité des groupes d'entraide, chez le malade est essentielle.
Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir internet, hein. C'est-à-dire que n'importe qui soit isolé au niveau géographique ou même qui ne souhaite pas venir dans un groupe, hein, parce que c'est très, très compliqué quand même de rentrer dans une salle avec des yeux, d'autres malades qui vous regardent, c'est compliqué. Il y a des gens qui ne se sentent pas, on dit même que celui qui est rentré dans la salle a fait 50 du chemin, c'est ce qui se dit. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir, par exemple, des groupes Facebook d'entraide. Je mets quelques liens dans le livre. Il y a le forum Addicted également. Donc quelqu'un qui serait en souffrance, il peut venir, échanger avec d'autres malades, il peut être conseillé par des patients experts. C'est vraiment très important. Et puis après, il y a tous les groupes, les autres groupes de type soit Alcooliques Anonymes, soit les associations, qui sont affiliées à la Camrup, dont je parle dans le livre. Donc Alcooliques Anonymes, c'est très facile de trouver un groupe près de chez vous. Camrup, c'est pareil, hein, donc Entraide Addict, les Amis de la Santé, et cetera. Il suffit d'aller sur le site et on peut trouver une association, près de chez soi. Donc finalement, aujourd'hui, les gens ne sont pas seuls. Ils peuvent être aidés, que ce soit, virtuellement sur internet ou bien, dans des groupes. Il faut juste, voilà, faut pas hésiter à appeler, à avoir les bonnes ressources et le rétablissement, il passe très, très souvent par le groupe d'entraide. Comme les auditeurs peuvent s'en rendre compte, tu es vraiment très clair et très facile à suivre sur ce sujet. Donc tu as eu la gentillesse de m'envoyer ton livre et il est, heu, il est aussi très pédagogique, je trouve, facile à lire, et très clair. Enfin, j'ai appris plein de trucs. Donc je rappelle le titre, hein, donc c'est un livre de Yann Alex G s'appelle «Sacré descendre, comprendre l'alcoolisme, comment tout est fait pour nous inciter à boire». Et puis alors tu es aussi, sur, Twitter, addict abstinent. Pour ceux qui te cherchent, ça c'est le Twitter handle, si on te cherche. Et sinon, pour l'instant, ton nom, c'est trouble de l'usage de l'alcool et abstinence. Je sais pas, il y a d'autres endroits où on peut te trouver sur l'interweb, si jamais on te cherche? Non, c'est des Oui, oui, je suis aussi sur, Facebook et mon pseudo, c'est Yann Addict Abstinent. d'accord, très bien. Bah, voilà, pour les gens qui voudraient, continuer à s'informer sur ce sujet, dont on parle finalement assez peu. Bah, encore merci d'être venu sur le balado Eh ben, et avec grand plaisir, hein, très gentil de m'avoir invité et de parler de ces sujets parce qu'il faut en parler et c'est un peu difficile d'en parler dans les grands médias, totalement, totalement. Ouais, écoute, encore merci et à une prochaine fois peut-être. Au revoir. Merci.